au micro Olivier Figueras pour cette nouvelle émission de Lumière de l'Espérance. Je suis fort heureux de vous retrouver parce que je ne suis pas assez souvent dans ce studio et trop souvent en pré-enregistrement, ce qui ne me donne pas le loisir d'avoir le direct. Une petite précision, il me semble qu'il n'y a personne au secrétariat, donc si vous voulez intervenir, préférez l'email. Je pense que le téléphone... Le courriel, Olivier, le courriel. Ah, le courriel, oui. Allons-y, merci Jeanne, bonjour Jeanne. Et donc, envoyez donc un courriel qui, lui, sera reçu et donc distribué. Et nous ferons en sorte de répondre. Nous recevons aujourd'hui Patrice Valentin. Bonjour Patrice. Bonjour Olivier, bonjour Jeanne. Alors, nous vous avions reçu il y a 2 ans déjà pour parler de votre association Irvine qui s'occupe de jeunes en difficulté. Nous allons y revenir. Mais 2 années sont passées, les choses évoluent, l'actualité change tout le temps. On le voit bien quand on parle de plein d'autres choses qui parfois ont beaucoup moins d'intérêt. Et donc, j'ai pensé que c'était bien de donner une petite piqûre de rappel, comme on dit. Alors, pour commencer, cette jeunesse défavorisée que nous avons évoquée dans l'intitulé de l'émission, qu'est-ce qu'on entend par là? Déboussolé. Oui, déboussolé. C'est totalement différent parce qu'effectivement, Irvine a une caractéristique, c'est la mixité sociale. Nous avons des jeunes de toutes origines, de tout milieu social, de tout niveau d'études, et qui sont effectivement en recherche de sens. C'est une caractéristique de la jeunesse d'aujourd'hui, et d'ailleurs on serait perdu à moins, puisque avec tout ce qu'ils entendent tous les jours à la télévision ou dans la radio ou sur les réseaux sociaux tous les jours, effectivement ils sont un peu perdus. Donc on a une jeunesse qui est en recherche de sens, qui ne sait plus où aller. Et en fait, Irvine s'adresse, c'est un organisme de formation. En fait, c'est simplement un organisme de formation qui s'adresse à tous les jeunes qui ont envie de construire l'avenir. Or l'avenir, on ne le construit pas tout seul. Construire l'avenir que pour soi-même, en fait, ça ne rend pas heureux. On ne peut s'épanouir que dans la co-construction et sur nos territoires. Donc voilà, c'est ça Irvine. Oui, ce sont des jeunes qui, beaucoup, sont en difficulté intérieure, mais je pense que dans nos auditeurs, on a tous un enfant, un neveu, l'ami d'un ami qui est perdu, même si il va peut-être à l'école ou au travail, mais à l'intérieur, il y a un très très grand vide, et qui est souvent un vide spirituel. Hein. Où va-t-on, quoi ? Oui, en fait, quand on va... D'abord, bonjour Patrice, bonjour chers auditeurs, mais de fait, quand on parle avec les jeunes, nous avons autour de nous des jeunes qui sont structurés, qui font des choses, mais qui nous disent combien ceux qui les entourent sont dans un état ils emploient le mot de désespérance. Et même des gens qui s'engagent dans des associations, qui sont actifs, qui sont militants pour telle ou telle cause, le fond de leur vie, c'est effectivement ce vide dont vous parlez, la désespérance. Alors, peut-être qu'il faut faire un peu le bilan, enfin le portrait de la société aujourd'hui avant de se lancer dans les solutions que propose Irvine. Alors déjà, effectivement, c'est important de dire que ce n'est pas toute la jeunesse. Il y a une très belle jeunesse, mais la masse des jeunes qui sont dans le doute est suffisamment importante pour que ça devienne un problème de société qui a été reconnu par l'État, puisqu'il considère qu'il y a 30 à 40% de la jeunesse qui a des troubles, ce qu'on appelle de santé mentale, en tout cas les symptômes, et après on pourra parler de ce que ça veut dire. Et donc Irvine, ce sont des parcours qui sont d'inspiration militaire. J'ai bien dit d'inspiration et pas d'imitation. Personnellement, j'ai été officier pendant 15 ans, en partie à la Légion étrangère, et c'est un modèle pédagogique qui m'a fasciné, qui me fascine encore aujourd'hui, qui est celui de l'oubli du passé et de reconstruire en regardant l'avenir ensemble, et malgré les difficultés, puisque sur le terrain, c'est pas toujours facile. Donc il y a cette inspiration déjà, et dans l'inspiration militaire, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le formalisme. C'est-à-dire marcher au pas, se mettre au garde à vous, le drapeau, chose bien, mais ça c'est la caserne. Ce qui m'intéresse, c'est le terrain, c'est la difficulté, c'est marcher, c'est construire le bivouac, c'est la solidarité quand il fait froid, etc. C'est vraiment cet aspect-là, quoi. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons des jeunes de toutes origines. Ma propre fille, qui à ma connaissance ne souffre pas de problèmes ni psychologiques, qui était chef-ten au moment où elle a fait le stage, l'a fait. Alors aussi pour avoir une expérience humaine, quand on est d'un milieu qui objectivement est favorisé, se retrouver avec des jeunes perdus, c'est une véritable richesse humaine dans sa construction, je dirais, de cadre. Et avec un point, c'est quand les jeunes arrivent, on leur demande donc l'oubli du passé, d'inspiration de la Légion étrangère. Ils n'ont pas le droit de dire d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, ce que font leurs parents.
Et donc, c'est ici, maintenant. Tu recommences. Et donc, on a des parcours qui vont dépendre effectivement des jeunes. Quand ce sont des jeunes pros ou des étudiants, ce qui correspond à 15 à 20% de nos jeunes, c'est un parcours de 2 semaines. Par contre, pour ceux qui ont besoin de se renforcer moralement, intellectuellement, forcer leur volonté, leur désir d'agir, et puis soigner cette désespérance dont vous parliez, le parcours peut durer jusqu'à 6 mois. C'est en permanence en vie collective. Nous avions une ferme. Elle a brûlé dernièrement, on en reparlera, mais voilà. Mais sinon, on va la reconstruire, hein, c'est pas un souci. Donc, ils vivent effectivement en collectivité avec des règles de vie qui, encore une fois, dans l'inspiration militaire, c'est pas que les militaires qui font du propre dans leur casernement. C'est ces principes de la vie collective, du respect mutuel, etc. Donc, ça met effectivement un cadre. Et pendant ce parcours, il y a à la fois beaucoup de travail manuel, de travail de la terre. Je suis très attaché. Alors, mon métier, par ailleurs, je suis professionnel en génie écologique, c'est-à-dire le travail sur la biodiversité, en travaux essentiellement. Et je suis persuadé que la relation à la vie est un chemin vers la vérité. C'est quelque chose de vraiment très, très puissant de retravailler sur les écosystèmes. Donc, dans notre pédagogie, on travaille beaucoup. Donc, dans les activités, par des marches en pleine forêt, en pleine nature, etc., par du bivouac, mais aussi par des activités agricoles, permaculture ou plantes aromatiques médicinales, etc. Donc, ce parcours, on a un cadre qui est un cadre social, d'une expérience de société, basée sur une vision très positive de l'avenir, et non pas par optimisme, mais juste, une de nos devises d'ailleurs, ce qu'on veut apprendre aux jeunes, c'est qui ont peur de l'avenir. J'ai dit, mais l'avenir, moi je vais vous dire ce que ça va être l'avenir. L'avenir, c'est ce que vous voulez que ce soit. Parce que effectivement, si vous n'avez pas vous-même de vocation ou d'appel pour l'avenir, d'autres vont vous l'imposer. Et donc moi, je serai à votre place, j'aurai aussi très très peur quand je vois ce qui m'entoure. Mais maintenant, si vous décidez ensemble de le construire, et surtout sur votre territoire, il ne s'agit pas d'aller prendre le contrôle de Bruxelles, on n'est pas là, c'est là où nous sommes, en Bretagne, comment est-ce qu'on peut rayonner, et comment on peut retrouver finalement ce qui était la recette de la construction de la France. Nos pays, nos villages, etc. Donc, voilà, Irvine, c'est donc, pour conclure, c'est un centre de formation aux compétences humaines pour reprendre confiance en soi, confiance en l'autre dans un monde de compétition, et surtout confiance en l'avenir, et par quelque chose de très pragmatique, très opérationnel, et surtout par les relations humaines. Et alors, cette inspiration militaire, est-ce que ça n'effraie pas au premier abord, justement, au moins les plus déboussolés des jeunes qui arrivent chez vous ? Non, ça peut effrayer plutôt à l'extérieur des personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc paramilitaire. Alors, pour ça, j'insiste vraiment sur inspiration militaire. On a eu des jeunes de toutes origines. J'ai eu des jeunes qui sortaient de ZAD, des punks à chiens. C'est dans la partie la plus compliquée. Et puis d'autres jeunes, je vous disais, chefs scouts, etc., qui n'est pas totalement sur les mêmes trajectoires. En fait, la pédagogie, elle est maintenant bien rodée, parce que ça fait 10 ans qu'on expérimente. La relation au vivant les rassure énormément. Puis de toute façon, très rapidement, la question de l'autorité et de l'ordre, ils comprennent bien que ce n'est pas pour les contraindre. Mais quand vous arrivez sur un lieu de bivouac, et la plupart d'entre eux n'ont jamais été en pleine forêt, ils sont juste un peu perdus, et donc là, le chef, c'est celui qui guide et qui va leur permettre, malgré la crainte, de passer une bonne nuit et de compter les uns sur les autres. Donc pour l'instant, j'ai pas eu, et pourtant on a fait des tests aussi avec des promotions avec des jeunes très compliqués. On a été travailler dans les quartiers à certains moments. En fait, tout n'est question que de relations humaines, de confiance, de regard. D'une autorité qui est non pas la contrainte, mais au contraire, c'est comment les amener là où on veut aller ensemble, sans exercer de contrainte, mais par l'envie d'y aller ensemble. En vous écoutant, Patrice Valentin, donc avec Irvine, vous encadrez ces jeunes qui sont volontaires, oui. Qui acceptent des règles, qui acceptent une vie en communauté, mais j'ai l'impression que en fait vous retrouvez ce qui était la vie de tout le monde jadis. Mais c'est ça. C'est-à-dire et ce matin, je lisais un truc passionnant. C'est un Américain, je crois, qui fait un blog qui s'appelle Via Medievalis. Et il expliquait qu'il avait envie de faire de garder le foin du terrain qu'il avait acheté. Il ne savait pas comment faire. Il s'est dit, mais comment faisait-on sans machine, etc. Et puis il a compris qu'au Moyen-Âge, et jusqu'à une date très récente, et encore aujourd'hui, dans les pays d'Europe de l'Est, les gens font les tas de foin. Comment ça s'appelle en français? J'ai oublié. Ça se fait en village. On ne peut pas le faire seul.
Et on arrive à à rendre le paysage beau avec ces tas de foin faits traditionnellement. Il disait, moi, je suis incapable de le faire tout seul. Donc, est-ce que c'est un peu ça qui vous C'est anime? complètement ça. En fait, là, on marche sur la tête. On a eu, et si on prend l'Homo sapiens, 300 000 ans, on a toujours travaillé en tribu, les uns avec les autres. La tribu permet de se protéger de l'extérieur, ce qui ne veut pas dire que la tribu avoir une force sur l'individu. C'est l'inverse. C'est comme les écosystèmes, si vous voulez. Un principe, donc, qui est vraiment mon métier, c'est-à-dire que dans les écosystèmes, aucune espèce ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Dans la vie, le service est le principe premier, c'est ça, alors même s'il y a de la compétition, il ne faut pas le nier, mais l'essentiel est quand même le service. Et nous, en tant qu'espèce vivante, nous avons effectivement la même nécessité, et ça a existé depuis le début de l'humanité, et il y a une rupture qui est liée à cette espèce d'hubris démesurée de l'homme qui pense que finalement, d'abord, l'humanité peut se suffire à elle-même, et que chaque individu ait sa propre finalité. En fait, ça détruit tout. Et pour revenir à la question de santé mentale, je pense qu'il n'y a pas de problème de santé mentale de la jeunesse, ce n'est qu'un symptôme. Il y a avant tout une carence d'humanité. Il y a une carence justement de ce qui fait la force du groupe et qu'on arrive à reconstituer très très rapidement à la Légion étrangère. C'est vrai que j'ai cette expérience qui me porte et qui me montre que c'est possible. Et oui, alors je dis pas qu'avant c'était mieux, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a quand même la radio, parce que ça, on a une médecine de pointe, on a etc. Il y a beaucoup de très belles choses aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il était nécessaire d'abandonner les valeurs humaines, d'abandonner le principe même de l'humanité, parce que c'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Et donc oui, alors c'est pas revenir en arrière, c'est reprendre le lien avec l'histoire de nos territoires. Quand on fait la première marche avec les jeunes, ils viennent d'arriver et hop, on part marcher pendant 3 heures, 3 heures et demie en silence. Sauf quand on s'arrête à certains endroits et on leur décrit la beauté de nos territoires, la beauté de la vie sur Terre. Et donc, il y a à la fois les écosystèmes, le cycle de l'eau, etc., la terre, l'humus, et puis les murets de pierre, par exemple. Muret de pierre, je dis, voilà, regardez, vous mettez la main sur cette pierre. Il y a un jeune de votre âge qui a 200 ans, 300 ans, parce que les murets de pierre se sont faits au fur et à mesure, l'a posé ici, et il l'a fait parce qu'il participait à quelque chose. Et ce n'est pas, même si c'était difficile, il devait peut-être pleuvoir, etc., mais je participe à la construction du monde. Et puis, comme on est en Bretagne et que les dolmens poussent à peu près partout, on tombe sur un dolmen, je dis, voilà, les jeunes qui étaient là, en fait, ils avaient des contraintes un peu supérieures aux vôtres, mais pour arriver à mettre cette pierre ici, vous imaginez un peu la force de caractère qu'il fallait, de groupe, et ça ne peut pas se faire dans la contrainte en permanence. On voit bien, ça ne tient jamais. Les dictatures s'effondrent à un moment donné. C'est bien dans l'espérance et la volonté de construire ensemble. Donc c'est exactement ce que vous dites. C'est cet individualisme qui finalement est la seule maladie que nous avons dans notre société aujourd'hui. Une fois qu'on a travaillé sur la cause, les conséquences disparaissent. Alors, vous avez parlé de société, vous avez parlé d'État tout à l'heure en disant que l'État avait pris conscience du problème. Vous parlez de société en ayant... On sous-entend derrière qu'il y a un problème aussi au niveau de la société. Quel est le rapport que vous donnez aux jeunes vis-à-vis de cette société ? Est-ce que vous leur expliquez que le problème vient de la société ? Est-ce que vous essayez de les... Alors surtout pas, parce que déjà, ça serait complètement dire, du coup, c'est pas de ma faute, c'est exactement la question de la société. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, j'ai des jeunes de toutes origines, donc des fois, j'ai des jeunes qui sont plutôt très anticapitalistes, et c'est un euphémisme quand je dis ça. Et je leur dis, je pense qu'on se trompe. Oui, il y a des choses dans le monde économique aujourd'hui qui sont moralement pas acceptables. Mais cependant, il ne faut pas se tromper. C'est pas ça qui nous rend mauvais. C'est nous qui avons décidé d'avoir un modèle où on prend nos outils, qu'on appelle le capitalisme, le libéralisme ou autre chose, qui permet de satisfaire cette espèce à la fois d'hubris et puis de cupidité que nous avons tous les uns ou les autres. Et maintenant, quand on parle d'État en particulier, le problème, c'est que depuis quelque temps, on a cette vision un peu centralisatrice de l'État, où on attend tout de l'État qui doit décider pour nous. Puis alors maintenant, effectivement, c'est l'Europe. Je dis, mais c'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Moi, je suis vraiment sur cette approche territoriale en se disant, la société, en fait, c'est quoi ? C'est votre famille, ce sont vos amis, c'est ce qu'il y a autour de vous. Et c'est ça, vous le construisez. C'est à vous de le faire. Et c'est l'expérience sociale que nous avons sur notre ferme, avec des jeunes d'ailleurs qui nous ont dit, je sais que c'est possible parce que je l'ai vécu. J'ai vécu sur des gens qui étaient complètement différents de moi cette volonté de construire ensemble. Ça ne veut pas dire que c'était facile. Et donc non, ce n'est pas la société. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La société, c'est à nous de le choisir.
le problème de notre pays, je pense que c'est pareil ailleurs, mais je suis de la France, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'avenir, c'est celui que nous allons effectivement construire. Comme chacun a un avenir qui lui est personnel et chacun travaille dans son coin, c'est difficile d'avoir un avenir collectif. Et je pense même qu'aujourd'hui, il n'y a presque pas de peuple de France. Il n'y a pas de civilisation à proprement parler. Je pense qu'il y a toujours eu de la diversité, mais là, on a quand même cette caractéristique où chacun est complètement atomisé. Et d'ailleurs, on a un certain nombre des rois de France qui parlaient, ils ne disaient pas le peuple, ils disaient les peuples de France. Louis XVI et Louis XIV en particulier. Et un peuple est lié à un territoire. Un territoire, c'est une histoire de vie. La France étant un des plus beaux pays du monde en termes de diversité. Je veux dire, on fait 200 km, on a changé d'écosystème, on a changé de culture, on passe... voilà. Et en fait, la France s'est construite justement comme ça, par des gens qui étaient attachés à leur territoire, ce qui ne les empêchait pas de collaborer avec les autres. Et en les ramenant sur le territoire, en les ramenant sur leur culture, sur leur histoire, quelle que soit leur origine. Je l'ai vécu avec des jeunes déracinés. Alors, déracinés parce qu'ils viennent d'autres pays ou déracinés parce qu'ils viennent de la ville. Oui. Vous pouvez être en France, en ville, c'est comme si vous étiez à New York ou à Tokyo. Il n'y a pas de culture à proprement parler. Oui. Et dès qu'on se retrouve dans cette logique-là, on retrouve nos racines de manière charnelle, c'est pas de manière intellectuelle. Et donc c'est pour ça que la question de la société, certainement pas. Aujourd'hui, on a beaucoup, d'ailleurs de tous les bords idéologiques, qui passent leur temps à critiquer. Mais quand vous critiquez, vous êtes déjà vaincu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'action. Donc critiquer la société, c'est la meilleure manière de ne pas construire l'avenir. On dit aux jeunes, ce qu'on a évoqué, cette vérité, puisque vu le temps que ça a duré pour l'humanité, on peut parler de vérité sociale, que nous avons besoin des autres, nous avons besoin de cette relation humaine. À partir de ce moment-là, vous l'expérimentez où vous êtes, et ça va marcher, ça va se répandre, non pas parce qu'on va faire un coup d'État ou qu'on va l'imposer de manière idéologique, mais parce que ce que je leur dis à chaque fois, c'est que quand vous serez suffisamment joyeux et serein, les autres viendront en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas peur ?» Nous n'avons pas peur parce que nous savons où nous allons et nous sommes ensemble. Rendez compte de votre espérance. Exactement, et c'est ce qui se passe. On a beaucoup de jeunes qui viennent parce que ce sont des jeunes d'Irvine qui vont les chercher. Ce sont des volontaires, c'est souvent par communication. Radio Courtoisie, notre dernière émission, nous a ramené quelques jeunes. Je sais pas, j'ai pas très bien compris ce qu'il fait là, il parle bizarre le gars là, mais ça m'intéresse. Et il vient parce qu'il y a l'aventure, parce qu'il y a un peu tout ça, et de dire donc voilà, c'est ce témoignage. Et est-ce que je peux venir avec vous ? Oui, si tu respectes les règles. Sinon, tu continues. C'est dans un monde d'individualisme et de compétition, si ça te convient, ou de matérialisme et de possession, parce que l'individualisme, c'est tout ça. Sinon, tu viens avec nous, tu resteras un individu et dans ta dignité, dans le respect, mais par contre, il y a des règles à respecter. Pour revenir une seconde sur la santé mentale, vous disiez tout à l'heure que c'est un problème d'individualisme, essentiellement, et on parle de perte de repères. Le fait de vivre en ville, ou quand même, dans les villes françaises, quand on est dans les centres historiques, on est quand même émerveillé. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que la beauté de la France peut apporter de particulier à des jeunes aujourd'hui? Deuxièmement, certes, ils sont déracinés parce qu'ils viennent d'ailleurs ou parce qu'ils vivent dans des environnements où ils sont coupés de la nature, mais est-ce que ça n'est pas démultiplié, mais quasiment à l'infini, par leur entrée dans la vie virtuelle? Est-ce que ça n'est pas justement une des... Si, c'est un sujet. Tout est fait pour les perdre. Oui. Donc aujourd'hui, pour cette question du monde virtuel sur lequel il n'y a plus aucune réalité, et en fait, ils ne voient plus effectivement la beauté qui est autour d'eux. Il y a une forme de manipulation. Alors, je ne vais pas rentrer sur toutes les statistiques d'où ça vient avec les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, d'ailleurs, on est dans l'individualisme à l'état pur, puisque... Les réseaux sociaux, c'est une antiphrase. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Je dis souvent, on a remplacé les relations humaines par des relations sociales. Oui. Mais les relations humaines, c'est des tripes, c'est du cœur, c'est du toucher, c'est un peu tout ça. Avec là, il n'y a rien de ça, il n'y a que de l'agressivité. Ou alors de la dopamine, parce qu'en fait c'est une drogue. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont faits pour générer une drogue que nous générons nous-mêmes. Donc c'est exactement ça. Alors, un trait très intéressant là-dessus, pour ceux qui s'en inquiètent, quand on fait notre premier stage qui dure 15 jours, évidemment il n'y a pas d'écran. Donc ils mettent le téléphone dans une case et ils le récupèrent 15 jours après. Donc c'est même pas le soir, il n'y a pas. Donc au début, il y a une petite appréhension. 3 heures après, c'est totalement oublié. Il n'y a pas d'addiction, en fait. Il n'y a vraiment pas d'addiction. Il y a une addiction... Ça, c'est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de l'addiction aux réseaux sociaux. Alors, il y a une addiction, si vous voulez, il nous arrive d'avoir des jeunes qui ont des addictions. Alors, la seule substance qui est autorisée sur les stages, ce sont les cigarettes.
parce que sinon, trop compliqué à gérer. Donc, on laisse fumer de temps en temps pour ceux qui fument. Bon, ce sont tous des majeurs, de toute façon. Mais par contre, il nous arrive d'avoir des jeunes qui peuvent avoir des difficultés d'addiction sur une substance ou une autre. Ça correspond à une majorité de la jeunesse d'aujourd'hui. Je fais un aparté, mais la cocaïne est en train de dépasser le hashish, donc sur les trafics. Faut pas s'étonner qu'après... Majorité de la jeunesse, vous avez dit Pratiquement, ouais. Sur une substance, que ce soit l'alcool, le hash, la cocaïne, etc., ayant déjà fait l'expérience ou ayant des consommations régulières, en fait, qui est d'ailleurs un échappatoire. Et après, il y a l'échappatoire par les réseaux sociaux. À sortir du monde, c'est plusieurs heures par jour pour des gens qui sont dessus et qui retrouvent l'amour, qui confondent l'amour et la pornographie. Enfin, c'est des choses complètement aberrantes. Alors, je reviens sur ces questions d'addiction. Quand vous avez des jeunes qui ont une addiction à l'alcool, et je parle d'une vraie addiction, c'est pas de prendre un verre de temps en temps ou une fumette de temps en temps, on voit des symptômes physiques pendant le stage. On voit quelqu'un qui peut trembler un peu, qui n'est pas forcément très bien. Ça se gère, il n'y a pas de souci, c'est parce que le rythme fait que ça marche bien. Par contre, il n'y a pas de demande de retrouver le téléphone. Et à la fin, on a des jeunes qui disent « En fait, je me suis senti libéré ». C'est-à-dire que dès qu'on en sort, et justement, sur ce que vous disiez, on regarde le monde, et puis « Ah, mais le monde est beau !» Et en fait, c'est quoi le filtre qu'on me donne avec ce téléphone-là ? Alors oui, la majorité de la jeunesse, je fais attention quand même, parce que sur les statistiques, la majorité de la jeunesse a déjà touché à des produits qui sont stupéfiants. Ils ne sont pas tous sous addiction, heureusement. Par contre, quand on cumule l'alcool, le hash, la cocaïne et les substances réglementaires, c'est-à-dire ceux qui sont prescrits par les psychiatres ou les médecins, je pense qu'on atteint 20 à 30%. Enfin, ce qui est énorme, ça commence à devenir déterminant pour une société. Alors, on a un autre symptôme sur l'état, la santé mentale. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé ces chiffres, c'est données statistiques. La première cause de mortalité des jeunes en Europe, c'est le suicide. C'est la deuxième en France, après les accidents de la route. Mais ça devrait être... c'est complètement hallucinant que la jeunesse, qui doit être dans l'espérance, et puis si le monde ne leur plaît pas, rentrez dedans. Nous, les vieux cons, on va dégager, prenez votre place, mais au moins proposez-moi quelque chose, quoi. Donc, cette question du suicide montre le mal-être, et on a beaucoup de médecins par rapport à l'anxiété. Alors, je vous donne aussi des chiffres, c'est, je crois, 20% des jeunes qui, l'année dernière, ont eu une pensée suicidaire à un moment ou à un autre. Alors, peut-être que c'est passager, peut-être que... Enfin, si on pense simplement que la solution pour être de mettre fin à la vie, c'est qu'on a ce problème majeur. Et j'en reviens aux substances dites réglementaires. On a des médecins qui, devant ce risque, qui est un risque de scarification ou de tentative de suicide, donnent des médicaments qui créent effectivement des addictions. Et c'est très compliqué. Et là, on nous dit, il y a un syndrome, c'est le TDAH, c'est très, très effectivement répandu en ce moment, sauf que, encore une fois, c'est une conséquence. Vous mettez des jeunes dans une communauté humaine, saine, avec des activités physiques, avec le travail de la terre, avec tout ça, vous n'avez plus les symptômes. Et ça, vous le constatez sur le terrain. C'est stupéfiant. C'est vraiment stupéfiant. Moi, quand on a commencé il y a une dizaine d'années, je savais que ça devait marcher parce qu'il y a quand même une certaine expérience donc de l'armée ou du scoutisme sur le sujet, mais avec une autre population. Et en fait, on a régulièrement de nouveaux cadres qui arrivent et ils sont tous assez stupéfaits, mais on voit des évolutions physiques en quelques jours. C'est-à-dire que le regard qui se redresse, le sourire, la détente, le teint, etc., c'est vraiment impressionnant. Ouais. Après, attention, c'est assez facile sur les 15 premiers jours. La vraie difficulté, c'est la persévérance. Nous, on a tout coupé, donc c'est facile. Ils sont dans la forêt, puis on tourneront assez longtemps dans la forêt pour que s'ils voulaient partir, donc il n'y a pas le choix. Et quand il n'y a pas le choix, et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose d'essentiel à dire à la jeunesse, mais écoutez, c'est comme ça. Donc faites avec ce que vous avez, non pas ce que vous voudriez avoir. Parce que ce que vous voudriez avoir, c'est pas intéressant. Et c'est parce que vous faites avec ce que vous avez que vous aurez le confort ou la sécurité ou ce que vous voulez. Mais donc il n'y a pas de problème. En 15 jours, ça se fait très facilement. Et après, c'est les mois suivants où le stage suivant fait 6 semaines, où là, il faut se lever le matin, travailler la terre, et puis le lendemain, on va refaire la même chose. Et là, les tentations reviennent. Donc la vraie éducation commence après. Le premier stage, c'est les mettre en condition de dire « oui, c'est possible, j'ai fait quelque chose de difficile, et maintenant, ce n'est plus la motivation qui va me porter, mais la discipline et l'envie de construire ensemble. » Je pensais que, en aparté, que les accidents de la route pouvaient être des suicides. Tout à fait. Parfois. Il n'y a pas de. Alors, ça, et aussi des phénomènes d'addiction. C'est-à-dire que là, on a des phénomènes d'addiction à l'alcool et à l'alcool fort en particulier. Et ça, c'est dans les milieux étudiants que l'on voit ça. Donc, on s'envoie en l'air, mais avec une violence extrême. On a tous eu des fêtes, quand on était
la Légion, on a quand même des banquets qui sont assez sympathiques, mais qui sont... c'est festif, on n'est pas du tout dans la même logique, et ce sont effectivement des comportements qui sont morbides, au sens propre du terme. Alors, vous disiez la difficulté, ça peut être après. Est-ce que vous gardez un contact avec tous ceux qui passent dans vos stages ? Alors on essaye, mais en fonction des moyens financiers et donc des effectifs, ça demande quand même beaucoup de travail d'avoir ce contact-là. Par contre, on a très très régulièrement des jeunes qui reviennent, quelle que soit leur origine. Donc certains, ils ont tourné la page et ils sont partis, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Après, moi, j'essaie pas de faire des statistiques. On travaille pour des personnes humaines. On leur a donné tout ce qu'on pouvait leur donner. En fait, on fait un rattrapage pour ce qui leur manquait finalement dans leur rééducation. Mais oui, on a avec certains d'entre eux des contacts réguliers. Il y en a certains, 2 ans après, nous rappellent. Vous disiez, Patrice Valentin, que, en fait, les solutions sont simples. Ce que vous venez de décrire semble effectivement simple. Mais comment expliquer qu'une telle proportion de jeunes soit soit désorientés, alors qu'il y a quand même 12 ans d'école, plus 3 ans de maternelle maintenant, plus les familles, etc. Il y a donc une carence absolument gigantesque. Oui. Et comment la décririez-vous ? Pourquoi c'est arrivé ? Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que les solutions soient simples. Ouais. En fait, c'est exactement ce que l'on disait tout à l'heure. C'est qu'on a changé la matrice qui va générer effectivement l'individu qui, lui, sera après au service de cette matrice. Et moi, quand j'étais enfant, quand je faisais des bêtises comme tous les adolescents, et les voisins, ils étaient capables de me prendre par l'oreille, de me ramener à la maison ou d'aller dire à mes parents. Enfin, on avait un milieu, je dirais, éducatif constant. Il y avait vraiment entre les parents, entre ce qu'il y avait autour. Alors, encore une fois, je veux surtout pas dire qu'avant c'était parfait. Je dis simplement qu'il y a eu des choses compliquées. Sauf que là, aujourd'hui, cet individualisme fait que les jeunes sont tournés à eux-mêmes. Ils échappent très rapidement, je dirais, à l'éducation des parents par le biais des réseaux sociaux. Parce que finalement, ils vivent dans un monde virtuel, comme on le disait tout à l'heure. L'éducation nationale fait de l'enseignement, ne fait pas d'éducation. C'est un fait. C'est pas... Il dit d'ailleurs. La question se pose, est-ce que l'éducation nationale fait vraiment de l'enseignement tout le temps ? Alors après, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais en l'occurrence, il n'y a pas d'éducation morale. Enfin, moi, je suis ce que je suis grâce au scoutisme aussi. J'ai passé 17 ans de scoutisme. On a pas mal de difficultés aussi, peut-être. J'aurais pu avoir des difficultés quand j'étais plus jeune. Mais donc, en tout cas, il y avait cette espèce de milieu qui faisait que, où qu'on aille, il y avait une continuité. Et si c'était loupé à l'école, ou par les parents, l'école pouvait rattraper. Et puis finalement, il y avait un filet de sécurité pour les jeunes hommes qui était le service militaire, qui était aussi dans une continuité, encore une fois, d'une vision d'une société à construire ensemble, où on se mettait à peu près d'accord. Alors que là, l'atomisation de la société fait que le jeune, en fait, on lui dit, en fait, tu penses ce que tu veux, parce que la liberté, c'est de faire ce que tu veux, ce qui est un mensonge. Je veux dire que un de nos formateurs à Irvine dit souvent ça, le saumon qui remonte la rivière a la liberté de sauter à l'extérieur de la rivière. Après, il faut en accepter les conséquences. Donc, je dis ça parce qu'en plus, c'est la reproduction, c'est la vie, c'est beaucoup de choses, quoi. Donc, ne pas se tromper sur la liberté. Donc, on leur dit ça en permanence. Et en même temps, on leur fait peur. Mais alors, à des niveaux absolument incroyables, avec les questions écologiques, que je maîtrise assez bien, puisque c'est mon métier. Mais bon, même si c'est une réalité, en fait, c'est pas la peine de dire qu'on va tous mourir, parce que de toute façon, c'est une évidence. Donc, maintenant, c'est, encore une fois, comment ? Et puis après, avec les questions de guerre, on a 2 conflits en ce moment qui sont surmédiatisés, avec ces bruits de bottes dans tous les sens. Bon, il y a 6 à 10 millions de morts au Congo, depuis des années, personne n'a bougé. Et en plus, pour fabriquer nos smartphones, donc il y a quand même toute une question qui se pose sur les origines de tout ça. Mais eux, ils sont abreuvés d'agressivité, de peur de l'avenir, je dirais même de haine, quand on regarde les réseaux sociaux. Donc, ils sont faibles, enfin, ils sont sensibles. Moi, je pense que ce que j'observe, c'est que les jeunes qui dégraillent, ce sont en général les plus sensibles. Et vous voyez, un petit bébé, c'est tout fragile, donc il y a les parents qui protègent. Et puis petit à petit, on lui donne tout ce qu'il veut, il a besoin de boire, il tète, enfin voilà, tout est un monde à peu près... on est à son service 24 heures sur 24. Exactement. Et ce qui est normal. Et puis petit à petit, il se renforce. Et puis, si c'est bien fait, quand il fait ses premières colères, on lui apprend petit à petit un point essentiel de l'éducation, qui est la frustration. La frustration, c'est inhérent à la vie. Ben non, je suis un être humain, je ne suis pas un oiseau, donc je ne peux pas voler, il y a des choses que je ne fais pas, etc. Et donc petit à petit, on apprend la frustration, leur apprendre la réalité, et puis il se renforce petit à petit, parce que c'est comme ça que se forme le caractère. Après, il y a aussi les expériences sociales, je vous parlais du scoutisme, mais un terrain de rugby ou d'autres associations, ça peut être la même chose. Et puis il arrive finalement à l'âge adulte, en fonction des caractères plus ou moins bien, mais il est prêt à y aller. Là, on a des jeunes
moi, j'essaye de travailler un peu sur ce concept d'âge social. L'âge social, c'est pas l'âge biologique. On a des jeunes qui arrivent en entreprise, je pense qu'on parlera des entreprises tout à l'heure, parce que je suis entrepreneur et donc c'est un sujet majeur, qui ont un âge social de 15 ans. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement social qui est celui de la cour de récréation. Mais la cour de récréation, on est encore très protégé, on a encore tout ça. Et donc, quand il y a une agression qui vient, qu'elle soit verbale, je ne parle même pas d'agression physique, ou qu'elle soit psychologique, par la violence que développent les réseaux sociaux, le fusible, il pète, parce qu'ils n'ont pas été préparés, effectivement, à affronter une difficulté qui n'est rien de plus qu'une réalité de la vie et qu'il faut traiter, pas tout seul, de la manière générale. C'est ça que tout est fait, en fait, pour que notre jeunesse soit perdue. Simplement, je reviens sur la question, c'est pas simplement les réseaux sociaux. Quand on était jeune, quand on devait aller au cinéma, on prenait une carte, il faut regarder les horaires de bus, etc. Et quand on se plantait, on marchait. Voilà, où on était, où on faisait des... Et donc, on était obligé de réfléchir. Là, on prend le smartphone, on tape dessus, on est avec le smartphone, on peut suivre d'ailleurs dans la rue, etc. On ne regarde pas ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'on les emmène en pleine forêt avec des boussoles et on les largue en pleine forêt, puis débrouillez-vous pour revenir. Mais oui, mais c'est vraiment cette question d'éducation qui manque. D'ailleurs, c'est un point où on nous parle souvent de la génération Z. Aujourd'hui, il n'y a pas de génération Z, il y a une éducation Z pour une partie de la jeunesse. Encore une fois, je ne suis pas du tout pessimiste, c'est pas tous les jeunes, il y a une belle jeunesse, mais on en a qui souffrent. Et je dirais que même cette question d'éducation n'est pas tant pour dire « vous devez être comme moi je le souhaite ». C'est-à-dire que je vois une jeunesse qui souffre, moi en tant que grande personne, je vois des jeunes qui se suicident, je me dis mais qu'est-ce qu'on a loupé ? Où est-ce qu'on n'a pas allumé la lumière ? Ou alors d'autres qui vont dans des idéologies, quelles qu'elles soient, qui se mettent dans l'obscurité. Donc la vraie question, c'est ils sont dans l'obscurité parce que nous n'avons pas allumé la lumière. C'est pas eux qu'il faut demander d'allumer la lumière. Mais je pense que c'est vraiment ça. Et là, je suis dans en plus, voilà, vos auditeurs comprennent bien que Irvine est une association qui est fondamentalement aconfessionnelle. Et je pense qu'il y a une vérité naturelle qu'on peut retrouver dans la vie, dans l'histoire de l'humanité, que moi j'ai expérimenté à la Légion, alors toute proportion gardée bien évidemment, et en retirant le côté guerrier et élitiste de la Légion. C'est quand même les meilleures unités du monde, donc je mets ça à côté, la question un peu de compétition. Mais c'est vraiment cette question d'humanité qui est à la base de tout, quoi. Oui, parce que si on n'est pas humain, on ne peut pas devenir... on ne peut pas accéder au spirituel, de toute Exactement. façon. J'ai une question qui me vient juste à l'esprit, c'est on met la compétition de côté en parlant de la Légion, mais est-ce que la compétition n'a pas un effet d'entraînement pour ces jeunes, justement, quand ils se retrouvent? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de réussir soit pour faire plaisir au cadre, soit pour se prouver qu'ils sont capables de le faire, soit pour se prouver qu'ils sont meilleurs que celui d'à côté? Est-ce que la compétition n'est pas quand même un moteur? Si. Et attention, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de compétition. Je l'ai dit tout à l'heure dans les écosystèmes, la coopération est le principe premier. Mais il y a aussi de la compétition qui permet, en l'occurrence, l'évolution des écosystèmes, etc. La différence, c'est bien ça, c'est qu'est-ce qui doit primer. Aujourd'hui, on a une règle dans notre modèle économique qui est portée, en l'occurrence, par Bruxelles, qui est un des principes de l'économie néoclassique, c'est la finalité de tout agent économique est la maximisation de son intérêt personnel. Agent économique, c'est entreprise et consommateur. On ne parle plus de citoyen, on parle de consommateur. Hein, donc ça vous donne vraiment le niveau. Donc chacun ne travaille que pour lui-même et en disant ça va effectivement créer un équilibre à la fin. Et avec un autre point, c'est ce qui n'est pas illégal, vous avez le droit de le faire. Donc on a remplacé la morale par la loi. Or la loi, c'est le plancher de la morale. Et si moi je ne pille pas, je ne tue pas, je ne vole pas, c'est pas parce que c'est interdit par la loi. En fait, la loi, elle est faite théoriquement pour une minorité. Et c'est pareil pour la compétition. Si la fin justifie les moyens et qu'on peut faire ce que l'on veut, il n'y a pas de communauté possible. Parce que du coup, j'aurais pas confiance dans mon camarade. On a une autre devise à Irvine qui est « sans honneur, il n'y a pas de confiance ». Et sans confiance, on ne peut pas bâtir l'avenir ensemble. Donc cette question de l'honneur, qui est vraiment essentielle, et de la fidélité, hein, c'est la devise de la Légion qui fait que les jeunes sont en confiance, c'est vraiment essentiel. Donc hier, on a brillamment battu l'Australie. Ça cartonne un peu quand même, un match comme celui-ci. Tout n'est pas permis. Oui, il y a de la compétition. La compétition dans un cadre de respect mutuel, de dignité. Si, comme le prétend l'économie moderne, la compétition est à l'origine de tout, notre pays ne serait pas ce qu'il est. Il faut m'expliquer en quoi la compétition permet de créer une cathédrale ou de créer un muret de pierre ou d'aller labourer un champ jour après jour. Non, on travaille pour les générations suivantes. Donc bien sûr, moi je suis sportif, j'ai toujours aimé la compétition à partir du moment où il est dans un cadre qui est sain, qui est celui du respect, de l'honneur et de la dignité.
accepter de perdre quand c'est le cas. Exactement. Et voilà. Vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission Lumière de l'Espérance, qui est l'émission du dimanche de Radio Courtoisie, dirigée par Olivier Figueras. Je suis Jeanne Smith, je l'assiste et je suis accessoirement son épouse, on peut le dire quand même. Et puis nous recevons... C'est pas tout à fait accessoire. C'est pas accessoire. Nous recevons Patrice Valentin, qui a fondé l'association Irvine, qui vient au secours des jeunes déboussolés, qui sont beaucoup désorientés, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Patrice Valentin, ce n'est pas une association qui vient aider ceux qui sont perdus, mais qui vient donner un sens à ceux qui ne le trouvent pas dans la vie aujourd'hui. J'ai une question qui vient d'arriver. Bonjour, les chrétiens ont voulu cette Europe libérale. Or, savez-vous que cette Europe ne protège pas ses enfants en laissant passer les drogues aux frontières, et plus particulièrement dans les ports, comme celui du Havre par exemple. Savez-vous qu'il n'existe en France qu'un portique de détection de marchandises suspectes pour les conteneurs? Quand on voit le nombre de conteneurs arriver dans les ports européens, ne peut-on pas se poser la question si ce tsunami de drogue sur le sol français n'est pas voulu? Déjà en 2010, des rapports avaient alerté sur cette déferlante, et ce sont les plus vulnérables qui en subissent les conséquences, les jeunes. Donc cet auditeur revient sur le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui tâtent de la drogue quand ce n'est pas des substances légales, comme vous le disiez, les anxiolytiques et autres, mais spécifiquement sur la question de la drogue, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus. Oui, mais complètement. Alors, bon, de toute façon, comme je l'évoquais tout à l'heure, moi, je ne vais pas changer par le haut, mais vraiment sur les territoires. Oui, je pense que c'est une réalité. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il n'y aura un État au service du peuple que quand il y aura un peuple qui va mettre en place cet État-là. On a, encore une fois, si tout le monde ne pense qu'à lui au niveau des élections, des intérêts qu'on va avoir, on a un petit peu tout ça. N'oublions pas aussi que, puisque c'est malheureusement l'actualité, le narcotrafic, etc., que ça n'existe que parce qu'il y a des consommateurs, que les consommateurs ne sont pas tous des délinquants notoires, que vous avez un certain nombre de professions de très haut niveau, avec des gens qui ont fait des études supérieures, voire dans les classes politiques, de la consommation festive ou pas. Enfin, c'est l'actualité, c'est quelque chose qui touche partout. Moi, le point, c'est que s'il faut arrêter la drogue uniquement en interdisant l'accès à la drogue aux frontières, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les jeunes n'aient pas envie de se droguer. Moi, mes enfants, en tout cas, je sais pas, ça pas une tendance, mais tout ça, je veux dire que des jeunes qui sont sains dans leur tête, des jeunes qui ont une espérance, qui ont envie d'aimer, qui ont envie de construire une famille, qui ont envie de construire un pays, ne vont pas tomber dans la drogue. La drogue, c'est un symptôme. Ce n'est pas une cause. Alors, à part quelques cas particuliers, il se trouve que dans le milieu familial, en plus, j'ai eu quand même des proches qui ont été vraiment touchés par ça, l'alcool ou la drogue, donc je vois à peu près comment ça peut se faire. Il y a des personnels politiques dont le rôle est de gérer les frontières. C'est pas le mien, c'est pas ma vocation. Et par contre, notre vocation, c'est de dire à jeunes, c'est ce qu'on fait avec eux. Est-ce que vous êtes heureux avec ça ? Est-ce que vous êtes libre ? La liberté, déjà, rien que les cigarettes, quand le week-end, il faut... Alors j'ai fumé pendant longtemps, donc ça, pour le coup, j'ai expérimenté. Quand le week-end, vous n'avez pas votre dose et que vous cherchez quelqu'un qui... C'est abominable. Et là, je suis très content de dégager de ça. Et ce n'était que la cigarette. Vous imaginez quand c'est la cocaïne, Donc oui, c'est une réalité. Recréons un peuple, une jeunesse pleine d'espérance. Éduquons. C'est une question d'éducation. C'est pas une génération Z, c'est une éducation Z. La famille l'a pas fait, l'éducation nationale ne l'a pas fait, l'armée ne le fera pas. C'est une certitude. Il y a que nous. Et nous, c'est quoi ? C'est les territoires et ceux qui ont du pouvoir, les entreprises, qui ont de la valeur, qui participent à l'éducation des jeunes, parce que dès qu'ils arrivent en entreprise, et leur dire, en fait, t'as pas besoin de ces saletés. Moi, j'ai eu, dans certains des cas, des jeunes qui avaient pas mal touché à ça, et qui terminaient les 15 premiers jours de manière émerveillée en disant, je savais pas qu'on pouvait rigoler et être heureux sans prendre de produits. Et ça, j'ai eu cette même expérience avec mes enfants quand ils étaient dans leurs études supérieures, dans les fêtes... souvent alcoolisés dans le milieu étudiant, des gens disent je bois parce que je dois être désinhibé, que sinon j'ai peur, et puis sinon j'arrive pas. Donc la peur de l'autre est un petit peu là-dessus. Donc encore une fois, travaillons sur les causes, pas sur les conséquences. Et là, on aura toujours de toute façon des gens qui se drogueront, il y aura toujours des gens méchants, il y aura tout ce que vous voulez. Mais je pense que c'est plus facile de changer nos territoires, de faire des territoires de paix et de vie et d'humanité que d'attendre que nous ayons les hommes ou les partis politiques providentiels
qui, par la contrainte, vont réussir à arrêter le trafic. Voilà, Oui, il existera toujours. Et même s'ils arrêtaient le trafic, ils régleraient pas le problème du drogué qui Exactement. serait en manque. Exactement. Il y aurait quand même une question à régler. Tout à fait. Enfin, il faut bien voir, ne pas conseiller. Moi, je suis toujours cette logique de causalité qui prime surtout. C'est pareil dans l'écologie. Au lieu de réparer les problèmes, travaillons sur les causes. Tout est à peu près comme ça. Donc là, oui, c'est ça dont il faut travailler. Quand même un jeune qui ne prendrait aucun médicament, mais qui a des dépressions profondes, en fait, le problème, c'est pourquoi tu es comme ça. Et moi, je me sens responsable dans mon cercle je dirais, territorial de ce que l'on fait pour donner une espérance à la jeunesse. Et cette espérance, donc, ces jeunes qui sont en désespérance, ça les empêche de s'intégrer dans le monde du travail, ça les empêche de fonder une famille, ça les empêche de faire beaucoup de choses. Mais on pourrait vous rétorquer, oui, mais ils font face quand même à des difficultés considérables aujourd'hui qui n'existaient pas jadis. C'est le prix du logement, la difficulté d'être indépendant. Comment est-ce qu'un changement d'attitude et de vision de la vie dans leur tête va les aider face à cela? Alors, il y a un point qui est essentiel, et pour ça je dis souvent, je ne fais pas d'insertion. Et c'est pour vraiment répondre à cette question-là. Parce que insérer des jeunes malades dans la société malade qui les rend malades, c'est comme de mettre des naufragés sur un bateau qui coule. Et je l'ai dit un peu en introduction, la finalité d'Irvine, c'est de construire l'avenir. De construire l'avenir sur lequel, effectivement, on pourra baisser le prix du logement. Alors on dit, tu es fou, écoutez, je suis désolé, mais si on ne veut pas, dans ces cas-là, on baisse les bras tout de suite. Et je pense qu'il est parfaitement possible, parce que ça a déjà existé dans l'histoire de l'humanité, des sujets communautaires, coopératifs, etc., etc. Mais par contre, il va y avoir les combattants pour faire ça. Et cette société fait tout pour atomiser, pour séparer. Si on veut la changer, c'est pas par le haut, c'est des groupes qui se mettent ensemble sur un territoire. Et alors, bon, il se trouve que en dehors de la formation des jeunes, qui est une activité pour l'instant bénévole pour moi, mon entreprise, ou mon activité professionnelle plutôt, travaille vraiment sur cette question de modèles économiques et sociaux, qui soit une économie du partage, qui est celle que vous avez décrite tout à l'heure quand on parlait de nos territoires. Vous savez, l'économie, la racine, c'est oikos nomos, qui veut dire la gestion de la maison commune. L'oikos, c'est la maison commune. Mais c'est le foyer, en fait, dans le grec ancien. C'est pas la maison en mur, c'est le foyer. Donc c'est à la fois, d'ailleurs, même les humains et dans la chaleur humaine. C'est la chaleur humaine. Et puis il y a aussi oui. les non-humains, il y a le bétail, il y a la terre. Enfin, c'est dans la vision un peu ancienne, quoi. Donc gestion de la maison commune. Ce n'est pas gagner le plus de pognon possible. Ben ça, s'il y en a qui veulent le faire, moi, c'est pas mon problème, je les laisse libres. Je dis juste, si ça rendait heureux, ça se saurait. Vu la richesse que nous avons dans notre pays aujourd'hui, et les conséquences du progrès qu'on nous vante, il y a un truc qui va pas. Donc, mais par contre, il y a pas mal d'expériences qui commencent à se mener, mais qui sont trop anecdotiques pour qu'elles changent vraiment la structure sociale. Par contre, il faut bien commencer quelque part. Et oui, le monde est difficile. Mais vous voyez, un exemple, par exemple, la colocation. On ne connaissait pas quand on était jeune. Pas de la manière où ça se fait aujourd'hui. Beaucoup de jeunes pros enfin les étudiants à la rigueur, mais là maintenant c'est une certitude. Il y a un certain nombre d'activités de partage. Toute la question, c'est de pouvoir en faire une expérience pour que ce soit la société qui redevienne ce qu'elle a pu être dans ses relations humaines. Et encore une fois, avec l'action des valeurs humaines, qu'on dit oui de la compétition, oui il y a des choses à faire. Par contre, notre intérêt, c'est de construire l'avenir au présent et pour les générations futures, quoi. J'ai une petite question. Vous venez de dire, je ne fais pas de réinsertion, on ne va pas remettre des gens malades dans la société malade qui les rend malades. Mais il y a quelques instants plus tôt, vous nous avez dit, pas de critique de la société. Est-ce qu'il n'y a pas une légère contradiction ? Alors, on a un code d'honneur chez Irvine avec des articles. Et l'article 6, c'est « Tu prends la parole pour construire et jamais pour détruire ». Donc, en fait, on a le droit de critiquer à partir du moment où on fait quelque chose. Donc, et on ne peut critiquer que là où on fait quelque chose pour le changer. Cette société, je dis, je vais en créer une autre pour ceux qui veulent y aller. Et donc, pourquoi ? Parce que l'autre ne me plaît pas. Et j'ai le droit de dire effectivement que ça ne me plaît pas, que accessoirement, moralement, ça me pose de véritables problèmes qui ne sont pas que nationaux, ceux sur l'influence internationale, etc. Et donc c'est parce que nous travaillons et nous expérimentons, qui est le point le plus important, parce qu'il n'y a qu'à Faucon, on en a beaucoup aujourd'hui des gens que nous expérimentons, que oui, je peux porter un jugement sur les conséquences de la société d'aujourd'hui. Et donc cette société, en tout cas pour les jeunes avec qui nous sommes et qui nous rejoignent, ne veulent pas y vivre, ne veulent pas continuer à y vivre, en l'occurrence parce qu'elle n'est pas viable. Bien, mais nous allons marquer une petite pause et nous revenons ensuite vers nos auditeurs.
En novembre, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Depuis 38 ans, Radio Courtoisie vit pour défendre vos valeurs. Elle le fait sans publicité, sans subvention, uniquement grâce à vos dons et votre fidélité. Mais elle est fragile et peut disparaître à chaque instant. En ce mois d'anniversaire, aidez-nous à faire vivre une année de plus votre radio. Modeste ou généreux, chaque centime compte. Aidez-nous à défendre vos idées. Rejoignez ceux qui, depuis 1987, font vivre Radio Courtoisie. Dès maintenant, faites un don en ligne sur soutenir.rc.fr ou envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e. Par avance, merci. Voilà, chers amis, nous sommes de retour au micro après cette petite interruption. Nous avons quelques annonces, Jeanne. Interruption, c'était Vivaldi quand même. Oui, Et Sarah Mingardo qui chantait, et elle est quand même extraordinaire. Bon, 2 annonces. La messe du 40e anniversaire de la mort du chanoine Gaston Roussel aura lieu en la chapelle royale du château de Versailles le mardi 9 décembre 2025 à 18h30. Gaston Roussel était maître de chapelle du château de Versailles, il était curé de Port-Marly et il a fait beaucoup dans le domaine de la musique sacrée. Donc je voulais vous signaler cela en vous disant que l'inscription est obligatoire mais gratuite et parce qu'il y a un nombre limité de places et donc il faut que les choses se fassent bien. Vous pouvez vous inscrire en vous renseignant en tout cas en envoyant un courriel à billetterie.roussel@gmail.com. Je répète, billetterie.roussel@gmail.com. Les renseignements sont aussi disponibles au 07 77 20 03 39. Billetterie avec ou sans S? Billetterie sans S. Roussel, R-O-U-2-S-E-L. Voilà. L'autre annonce, c'est pour le 29 novembre prochain, donc samedi prochain. Un colloque est organisé par le Centre Charlier, Chrétienté, Solidarité et La Griffe. Ce colloque aura pour thème Science et conscience et il aura lieu dans les locaux d'Ictus, 49 rue des Renaudes, Paris 17e, samedi 29 novembre, de 10h à 18h. Alors, on m'a demandé de vous parler rapidement des intervenants. Aude Dugas, qui est philosophe de formation et postulatrice de la cause de canonisation du professeur Jérôme Lejeune, auquel elle a d'ailleurs consacré une biographie absolument somptueuse. Aude Dugas interviendra. Également, le père Thibault, qui est prêtre, historien des religions et spécialiste des courants ésotériques, ce qui n'est pas absent de la science aujourd'hui, et notamment via l'intelligence artificielle, où vous avez quand même un maximum de gens qui ont des idées un peu bizarres dans le domaine spirituel. Joël Hautebert, professeur agrégé en histoire du droit, administrateur d'Ictus, lui interviendra. Il connaît très bien tous les courants idéologiques nouveaux. Là, je pense qu'on aura encore la 3e conférence sera aussi passionnante que les 2 premières. Joseph Le Bosquet, docteur en neurosciences, agrégé de sciences de la vie et de la terre, interviendra aussi sur toutes ces questions nouvelles, notamment sur l'intelligence artificielle. Et moi-même, Jeanne Smith, qui suis journaliste et vice-présidente de La Griffe, eh bien, j'aurai le plaisir ou le malheur, malheureusement, de parler de l'eugénisme à partir de la pensée de Chesterton. Vraiment, je vous invite à vous inscrire à ce colloque du 29 novembre, de 10h à 18h dans le 17e à Paris. Vous pouvez vous inscrire via le courriel chrétienté-solidarité.fr@gmail.com, tout cela sans accent, chrétienté-solidarité.fr@gmail.com, au numéro de téléphone suivant 01 40 51 74 07. Une petite participation vous sera demandée à l'entrée. En tout cas, nous vous en attendons très nombreux. Voilà, alors effectivement, nous avons écouté Vivaldi. J'ai un peu brûlé les étapes, Patrice Valentin, parce que c'était Qui sedet ad dexteram Patris du Gloria de Vivaldi. Ça sera pour après. Pour l'instant, nous revenons au présent, qui est, comme disait l'autre, on parle, le passé, c'est notre héritage, le futur, il est à construire. Et le temps actuel, c'est un don, puisqu'on appelle ça le présent.
Et alors, ce présent, vous le construisez donc, vous avez vous aussi une actualité, si je puis dire, des développements d'Irvine avec des événements parfois fâcheux et d'autres fois plus heureux, et vous allez nous dire tout cela. Tout à fait. Donc, on vit une période très particulière chez Irvine en ce moment, puisqu'on est à la fois en train de mourir et de nous développer à grande échelle. Si nous ne sommes pas tués dans les semaines qui viennent, je dis pourquoi ? Parce que l'association existe depuis 10 ans. On a accueilli un petit peu plus de 300 jeunes. Donc ça reste artisanal. En fait, on a fait un prototype d'une certaine manière pédagogique qui doit passer à grande échelle. Alors, il doit passer à grande échelle. Il y a 2 sujets d'ailleurs. Il y a celui de la jeunesse dont nous parlons depuis tout à l'heure, et il y a un autre sujet qui est celui des entreprises. Moi, je suis entrepreneur depuis 20 ans. Je suis président d'une fédération professionnelle, qui est celle du génie écologique. Et aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs nous disent, en fait, la question de la formation technique, ça ne pose pas de souci. La vraie question, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, mais qui est un peu réducteur, sont les compétences humaines. Donc, c'est pour ça que je veux dire que le but, depuis déjà longtemps, c'est de se développer au niveau national. Et en ce moment, nous avons un développement sur la région de Marseille, à la demande des grands entrepreneurs de Marseille et des institutions marseillaises. C'est d'ailleurs l'initiative d'un groupe qui était d'ailleurs des réservistes citoyens proches du général gouverneur de Marseille. Et donc on est appelé à développer quelque chose à beaucoup, beaucoup plus grande échelle et à développer le concept d'Irvine sur toute la France, simplement parce que ça marche. Bon. Et au même moment, nous avons un petit incident technique, c'est que le lieu de vie, j'ai expliqué tout à l'heure que la relation humaine et la vie collective étaient fondamentales, donc on avait une ferme avec ce qui est le foyer des jeunes à brûler. On a eu un court-circuit et il n'y a plus rien. Donc on se retrouve à ce moment-là, où au moment où on allait prendre notre élan pour nous développer, on s'est retrouvé... sans base arrière. Exactement. Ben, on va la reconstruire. J'aime bien ce poème de Kipling. Voilà, quand tu auras tout perdu, tu seras prêt à tout recommencer à zéro, tu seras un homme, mon fils. Donc c'est la première chose qu'on a dit à nos jeunes, et à nous aussi, parce que psychologiquement c'est un petit peu difficile quand même. Ces jeunes qui ne sont pas forcément que des garçons, puisque votre fille a fait le stage. Exactement. Et donc, spécifiquement, vous allez vous développer à Marseille, vous parlez des entrepreneurs. Le problème des entrepreneurs, quel est-il aujourd'hui ? Alors, très concrètement. Alors, encore une fois, je ne parle pas de tous les jeunes, mais d'une partie suffisamment importante de la jeunesse, parce que ce qu'on a évoqué en première partie d'émission, ces troubles, ça se rejoint dans la vie collective. Un entrepreneur, il a des réalités qui sont des réalités, celles de l'humanité, qui est celle de l'agriculteur comme de l'industriel. C'est qu'on a des questions de production, on a des questions de vie en collectivité, on a des questions de sécurité, on a des questions de compréhension des consignes, etc. Et quand vous arrivez dans une entreprise avec une très grande désespérance, et sans avoir d'ailleurs les codes de vie en société, c'est juste dramatique. Un échec et de oui, vous parlez des gens arrivés à l'heure. Ça, c'est vraiment la base. S'il n'y avait que ça, et après, une fois qu'on arrive à l'heure, il faut encore travailler. Oui, parce que la machine à café, quand même. Je disais, le savoir-être, on en parle beaucoup, c'est pas un sujet, le savoir-être. Moi, je connais des gens à des postes très haut placés, si vous voulez, qui ont beaucoup de savoir-être et qui n'ont pas de valeurs humaines. Donc, c'est pas ça. La question, c'est bien les valeurs humaines, c'est la solidarité, c'est la loyauté, c'est le sens du travail, aimer travailler, simplement. Quand on voit qu'on a des jeunes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants tellement ils ont peur de l'avenir, ils n'ont pas envie de travailler non plus. Enfin, c'est quelque chose. Donc là, non, le but, c'est de les mettre dans cette dynamique-là. Ça coûte très, très cher. En fait, on discutait avec les DRH d'une grande entreprise de travaux publics qui nous dit, en fait, un échec de recrutement, c'est-à-dire qu'un jeune qui est resté pendant 6 mois, 1 an, et puis après qui s'en va parce que ça ne va pas, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on a une réalité économique, c'est la fatigue des chefs d'équipe qui finalement se retrouvent à être éducateurs, alors que théoriquement leur métier c'est quand même de produire, d'être dans le service, quoi. Donc ça devient dramatique, et surtout il y en a toujours eu, encore une fois, mais là la masse qu'on a évoquée tout à l'heure est tellement importante que ça pose de vrais problèmes économiques. Moi dans mon union professionnelle, on a beaucoup de toutes petites entreprises, le génie écologique, des travaux dans les écosystèmes, etc. Quand vous avez 4 ou 5 compagnons et qu'il y en a un c'est même plus la question de ponctualité, qui est pas dans l'action, qui est pas, c'est juste dramatique, sans même parler des problèmes de sécurité, de matériel, etc. Donc c'est pour ça que les entreprises ils disent en fait qu'est-ce qu'il y a comme solution, et moi je leur dis écoutez, la solution c'est vous sur votre territoire, parce que on a beau regarder partout, le fait qu'on a évoqué en première partie d'émission ne vient pas de moi, j'ai repris que des statistiques qui sont celles de l'État. Une fois qu'on a dit ça, on dit que peut faire l'État. Je pense que
Je pense qu'il ne peut pas et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment sa responsabilité. C'est-à-dire que moi, je me désespère pas de ça. Je dis, non, c'est nous, sur notre territoire, les uns les autres, et dire on s'occupe de notre jeunesse. On ne peut pas, sous-traiter cette partie-là. Et donc, les entreprises qui sont quand même le milieu de vie essentiel des jeunes, doivent aussi former leurs chefs d'équipe à la pédagogie, les former à l'éducation. Parce que c'est pas fait. Dans une école d'ingénieur, on vous apprend assez peu le sens de l'autorité, la pédagogie, etc. Donc c'est aussi ce type de formation qu'on va développer avec l'entreprise avec qui on travaille sur répondre à un besoin qui est un besoin économique qui vient d'un problème RH. Donc et le problème de la communication dans les entreprises est également affecté, j'imagine. Est-ce que les gens arrivent à avoir des relations humaines normales quand ils font partie de cette part importante des jeunes, pas tous, mais quand ils sont là-dedans, est-ce qu'ils arrivent à avoir confiance en leur RH? Est-ce qu'un RH a l'humanité suffisante? Est-ce que tout ça ne joue pas aussi? Oui, et là, il faut être réaliste. Il y a cette compétition qu'on évoquait tout à l'heure est portée à l'excès dans certaines entreprises, et donc ça va encore plus exacerber les problèmes des jeunes. Il n'y a pas qu'un problème des jeunes, il y a un problème d'exemple qu'on leur donne. D'ailleurs, soit dit au passant, moi je parle des jeunes parce que c'est mon métier. Et la question des réseaux sociaux, les 35-50 ans, il paraît que c'est les pires, quoi. Donc je sais pas, c'est des statistiques que j'ai vu passer, mais voilà. Donc ce problème est partout. Donc un jeune qui arrive, qui est un peu perdu, qui arrive dans une société où finalement on leur demande d'être mercenaire, c'est-à-dire de garder le plus d'argent possible, c'est pas possible. Moi, ce qu'on dit à nos jeunes, c'est travailler pour gagner de l'argent, c'est assez vulgaire en fait. On travaille pour servir, comme l'ont fait nos anciens, et puis parce qu'on sert bien, on gagne de l'argent. Qu'on gagne beaucoup d'argent, ça ne me pose absolument aucun problème. Ça veut dire qu'on sert bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la motivation de dire je veux toujours plus d'argent, que ce soit pour l'entreprise ou le jeune, c'est déstabilisant. Donc oui, il y a des questions de choix. Et là, on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. L'entreprise est une micro-société. Et finalement, dans le temps éveillé dans la journée, c'est là où on passe le plus de temps. Et donc, des entrepreneurs qui décident justement d'appliquer ces règles-là, il y en a plein. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui partagent ces valeurs, qui sont d'une question d'espérance. Simplement, ils sont atomisés dans un modèle, qui est le modèle économique aujourd'hui, en se retrouvant sur ce qu'on appelle d'ailleurs la RSE territoriale et non pas la RSE simplement, on redonne cette matrice qui permet de continuer l'éducation des jeunes. Et là, nous, en général, quand on accompagne un jeune jusqu'à l'entreprise, on vérifie que l'entreprise partage nos valeurs. Sinon, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que moi, je peux apprendre aux jeunes une forme de discipline, de rigueur, etc. Par contre, je ne peux pas leur apprendre à accepter l'injustice parce que moi, personnellement, je ne suis pas capable. Donc, je ne pourrais pas leur apprendre ça, quoi. Donc, c'est très, très important. Effectivement, la formation aussi des collaborateurs dans l'entreprise, de dire que l'économie, encore une fois, c'est au service des territoires, c'est au service d'une histoire et d'un avenir. Et à ce moment-là, donc, le jeune a une continuité avec ce qu'il a pu expérimenter chez Irvine, quoi. Et c'est audible pour les entrepreneurs. Alors, c'est exactement comme les jeunes. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Si l'entreprise, pour elle, la seule chose qui compte, c'est la compétition et l'argent, je dis, mais si tu es heureux comme ça, c'est ton problème. Moi, je ne porte pas de jugement. Par contre, nous, on veut être... oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables. J'ai été pendant très longtemps à un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants. Un mouvement d'entreprise et donc avec assez actif sur des expériences à la fois sociales ou écologiques, et j'ai eu des camarades avec qui on avait un partage total de ces valeurs-là, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur philosophie, etc. C'est pour ça que je suis assez confiant. L'humanité n'est pas mauvaise. Il y a des comportements qui sont mauvais et on est dans une matrice aujourd'hui qui va exacerber cette question d'individualisme. Mais au fond de nous-mêmes, et je vais même parler de l'union professionnelle que j'ai l'honneur de présider, là on était à un salon qu'on a organisé la semaine dernière, la solidarité qu'on a entre nous, c'est très fort. Quand j'ai été en difficulté, ils viennent m'aider, et quand ils seront en difficulté, je viendrai les aider. Mais c'est pas tous. Tu sais, des voyous, il y en a toujours eu. Et d'ailleurs, que ce soit des voyous en col blanc ou des voyous en Santiago, si vous voulez. Ça fait plus tellement les Santiago, mais pas... Il y en a ceux qui sont plus efficaces que d'autres. Voilà ça. Non, c'est pour ça, je veux dire, travaillons avec ceux avec qui on a envie de travailler. C'est pas la peine de se prendre la tête et avoir à chaque fois les choses qui ne vont pas. D'abord, ça rend malheureux. Ça ne change rien. Je dis souvent, quand on critique, sans proposer de solution, en fait, on célèbre les ténèbres. Donc, on fait une espèce d'invocation aux ténèbres. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Bah, maintenant, il y a suffisamment de personnes de bonne volonté pour qu'on puisse effectivement construire, quoi. Alors d'abord une remarque en fait, une question d'un auditeur qui nous dit « Bonjour, félicitations. Si votre association de renaissance se développe dans la société d'aujourd'hui, n'arrivera-t-elle pas en conflit avec l'autorité de décadence actuelle ?» Si.
Moi, ça m'est égal. En fait, je vois même pas où est le problème, si vous voulez. D'abord, en formation, mon parrain de promotion à Saint-Cyr, c'est Tom Morel, un lieutenant qui est monté sur le plateau des Glières et qui a créé un maquis avec des jeunes qui étaient perdus d'ailleurs, parce que avant qu'il monte, c'était pas vraiment des guerriers, c'était des jeunes qui étaient un peu paumés dans les chalets d'alpage pour éviter au service travail obligatoire. Et donc, il a été en conflit, et puis voilà, il a paru, même si lui est mort, il a participé à la renaissance de la France. Donc, bien sûr qu'on va être en conflit. Mais après, moi, ça ne m'affole pas et je n'ai même pas besoin d'aller passer mon temps à le décrire. Je vous parlais de rugby tout à l'heure. Il se trouve que quand on joue au rugby, on a en face de nous une équipe qui n'a pas le même maillot que nous. Alors on peut passer notre temps à dire il n'a pas le même maillot que nous, c'est vachement grave, il veut aller mettre le ballon dans mes buts, etc. Essayer de le plaquer en permanence. Enfin, si vous ne perdez le match dans la foulée, vous perdez le match si vous êtes pessimiste, vous perdez le match si vous êtes optimiste, parce que ce ne sont que des paris sur l'avenir. Vous gagnez le match si vous êtes confiant et déterminé non pas à plaquer, ça c'est une nécessité, mais ce n'est pas un objectif. L'objectif c'est d'aller mettre le ballon là où ils sont. Donc dans la société qui nous entoure, il y a des forces qui sont opposées à ce qu'on propose ici. Oui, ça s'appelle des batailles, ça s'appelle des combats. Notre pays est ce qu'il est parce qu'on a nos anciens qui sont sortis de la tranchée, qui se sont battus, puis il y a heureusement des grands moments de paix. Donc oui, il y aura des conflits, mais je le vois tous les jours, des attaques. Mais en fait, c'est pas très très grave. Concentrons-nous sur la ligne d'en-but, soyons solidaires, prenons du soutien quand on se fait plaquer avec le ballon. Des fois, on est ralenti, des fois, on se prend un essai, mais ce qui compte, c'est d'en mettre plus que les autres, quoi. Mais il y a tout de même des jeunes aujourd'hui qui trouvent un travail, et ils sont pleins de bonne volonté, ils n'ont peut-être pas tous les outils qu'il faut, tous les outils humains, et ça, le but d'Irvine, c'est de les leur donner, mais ils arrivent dans des entreprises rachetés par tel ou tel groupe, tel ou tel, et qui est là pour faire de l'argent sur 6 ans, qui après revend. À la dernière université d'été du Centre Charlier, nous avions une conférence passionnante d'Emmanuel Peuzet qui expliquait qui lui est très, très dans le monde, dans l'entreprise, qui expliquait que c'est un modèle qui est en train de s'essouffler, puisque il y a un moment où les gens disent non, mais que dire à tous ces gens qui sont d'une certaine façon prisonniers d'un système qui est plaqué sur l'entreprise et qui ne lui permet plus d'être ce qu'elle doit être. Tout à fait. C'est la base de tout. Enfin, d'ailleurs, souvent, on me dit que je me disperse parce que je m'occupe des jeunes et en même temps, je m'occupe de modèles économiques. Mais en fait, tout est lié, complètement lié. Donc la première chose, c'est que si on veut changer le modèle, et puisque votre auditeur précédemment parlait de combat, c'est de ça dont il s'agit, si on veut changer le modèle, il faut des combattants. Donc déjà, c'est pour ça que d'abord on s'occupe des jeunes, peut-être des moins jeunes aussi, mais enfin moi ma cible, mon service c'est les jeunes. Donc c'est pour ça que c'est la première chose. Par contre, encore une fois, Irvine n'est pas fait pour insérer les jeunes dans la société, mais pour changer la société, pour créer des jeunes qui sont déterminés, qui se soutiennent les uns les autres dans leur diversité, dans tout leur parcours, et que ce soit d'ailleurs des artistes ou des intellectuels, c'est tout ça, c'est cette complémentarité qui permet d'avancer. Et ensuite, il faut avoir effectivement là où aller. Et là, d'ailleurs, on dit souvent, Irvine, une des significations, c'est inspirer la révolution de la vie par l'immersion en nature. Retournons dans la nature, retournons sur notre passé pour faire une véritable révolution. Donc je sais que sur cette radio, le terme révolution peut faire frémir, mais simplement des révolutions, la révolution néolithique, qui est la révolution agricole, ou la révolution numérique que nous avons aujourd'hui, ou la révolution industrielle, c'est quoi une révolution ? C'est un changement radical. Un changement radical d'abord des modes de pensée, et ensuite des modes de vie. Donc là, nous voulons changer ce modèle, c'est pas il faut, nous allons le changer là où nous sommes, et en particulier, en fait, Irvine fait partie d'un groupe plus large qui s'appelle Utopia, donc c'est le OE collé, c'est l'Oikos, Oikos Topos, pour dire il faut proposer un modèle économique qui soit celui de notre histoire, pas celui qu'on a aujourd'hui. Il ne s'agit pas de l'imposer après. Chacun fait un petit peu comme il veut. Il ne s'agit pas d'aller s'opposer à Davos ou quoi que ce soit, mais sur nos territoires, nous avons la liberté de le faire. Et j'ai eu des expérimentations, entre autres avec le monde agricole ou avec des entreprises, sur lesquelles c'est possible. Et par contre, il faut qu'on ait une masse critique suffisamment importante d'un peuple qui croit à l'avenir, qui peut justement créer des échanges, qui est cette question des valeurs humaines qui sont davantage du domaine de la vertu que de la loi. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va construire. Mais oui, ce modèle, il est mortifère. Et il l'est, même dans sa définition, j'ai évoqué tout à l'heure ce principe de la vie, c'est qu'aucune espèce ne se suffit à elle-même, qu'elles sont au service les unes des autres. Or, quand on prend la définition de l'économie moderne, où sa finalité, la maximisation de l'intérêt personnel, c'est totalement opposé au fonctionnement de la vie. Donc la vie, depuis le commencement, et d'ailleurs de manière très intéressante, de manière scientifique comme de manière biblique, qui est basé sur la diversité et la relation, à poser cette vérité que nous avons besoin les uns des autres, et nous sommes en train d'imposer, de manière idéologique,
pour ne pas dire fanatique, un modèle économique basé sur la compétition. C'est complètement contraire au principe de la vie, donc ce n'est pas viable. Et donc oui, la solution elle est là, c'est on prépare nos jeunes à avoir la force morale à construire l'avenir, et on dit, moi je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, je connais les règles sur lesquelles travailler, qui sont les règles de nos territoires, en regardant ce qu'ont fait nos anciens. Alors je viens de Bretagne en plus, donc on a un territoire avec une histoire très riche. Bien sûr qu'il y a eu des guerres, mais ça c'est les choses, je dirais, presque anecdotiques. Ce qui est intéressant, c'est le paysan, c'est les peuples qui ont construit ce territoire petit à petit, et que notre jeunesse ait envie de le faire. Et là, le monde pourra s'écrouler à côté. En fait, c'est pas très grave si nous, on commence à construire celui que nous voulons, quoi. Et pas forcément en travaillant la terre, ça peut être aussi Bien sûr. en étant en entreprise, avec toutes les choses modernes qui existent. Et bien sûr. Ce n'est pas le travail, et Non, le type de travail tout à qui fait. compte, c'est la manière dont on s'en approche. C'est une question de vocation et d'appel. Moi, je suis de formation scientifique à l'origine, donc Saint-Cyr est pour la partie scientifique une école d'ingénieurs, donc j'ai extrêmement rien contre la technologie, et il ne s'agit pas de revenir en arrière. Quand j'ai dit qu'on fait travailler la terre à nos jeunes, si tous nos jeunes qui sortent de l'ENA avaient eu une vraie formation au travail de la terre, je pense qu'ils penseraient différemment. C'est pareil à Sciences Po, c'est pareil à l'ENM, ou même ou à HEC, etc., quoi. Et pas d'aller bricoler 2 minutes pour faire un potager dans le jardin. C'est quelque chose qui revient aux fondamentaux. Bon, ce qu'on appelle l'intelligence de la main, c'est retrouver cette réalité. Mais on a eu un jeune qui était décrocheur, il avait arrêté, il avait loupé le bac, il était sur une vie qui n'était pas spécialement active. Quand il est arrivé chez nous, il n'était plus décrocheur, puisqu'on ne parlait plus du passé. Donc il s'y est remis. Ça a été un peu brutal pour lui, peut-être, parce qu'il s'est remis un peu en action. Et le travail de la terre, c'était pas pour lui, quoi. Il a dit, je veux être ingénieur, informaticien. Je veux être informaticien, pas ingénieur à ce moment-là. Et il me dit, j'ai trouvé une école, il n'y a pas besoin du bac. Je lui dis, tu vas être embêté toute ta vie, quoi. Ouais, mais je ferai une VAE pour la suite. Je dis, non, tu passes ton bac. Et puis ouais, mais on m'a dit que c'était pas possible parce que c'est trop dur et tout. J'ai dit, mais attends, Irvine, c'est beaucoup plus dur que ça je peux te le garantir. Tu pensais que c'était pas possible et tu l'as fait. Eh bien, pas de problème, il a passé le bac, il a commencé à travailler au mois de janvier, il a passé le bac au mois de juin. Il l'a eu, il est en 4e année d'école d'ingénieur en Master 2. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a retrouvé la lumière, ok, c'est parti. Donc oui, il faut former des ingénieurs, parce qu'il faudra des médecins, parce qu'il faudra des agronomes, parce qu'il faudra effectivement tout ça. Encore une fois, la base, je dirais, pour moi, de la Terre, c'est une base historique et qui permet de ne pas être idéologique. On travaille sur ces réalités de la vie et en reprenant la continuité de ce que nous ont légué nos anciens, quoi. Alors, s'il y a des entreprises intéressées, pour l'instant... en Provence, plutôt vers Marseille, ça signifie d'une part qu'il y a des possibilités de déboucher pour certains jeunes qui viennent à Irvine, ou qui sortent des stages d'Irvine, et d'autre part que éventuellement la perspective négative évoquée tout à l'heure sur l'avenir d'Irvine s'éloigne. Tout à fait. On est vraiment sur une période de bascule ici, en ce moment. Oui, de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées. Après, c'est le passage à l'acte qui est souvent difficile, d'ailleurs, de sortir de ce que beaucoup considèrent comme une fatalité. Et donc, la guerre est déjà perdue. Si on ne croit pas à la victoire, c'est pas la peine de se battre, hein. Non, il y a beaucoup de signaux très, très favorables. Le centre en Provence sera à Aubagne. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi la maison mère de la Légion étrangère, donc c'est pas totalement un hasard non plus, parce que même si ça fait quand même quelques années pour moi, mais c'est vraiment une inspiration essentielle. Et le but, c'est d'avoir cette continuité d'une communauté qui ne soit pas que les jeunes, mais les jeunes et les entreprises attachés à leur territoire. Et avec d'ailleurs des modèles de financement sur lesquels on puisse sortir du mécénat, qui est la manière dont j'ai vécu jusqu'à présent avec Irvine, ce qui n'est pas très très agréable. Enfin, il y a une certaine incertitude, pour le dire, vous le connaissez à la radio, de toute façon. Et là, de rentrer vraiment dans des domaines de formation professionnelle, avec l'obtention de certificats d'aptitude à l'entreprise, de parrainage par des entreprises, de travailler aussi non pas sur les compétences, mais sur les aptitudes, ce qui est complètement différent. Les compétences, ça s'acquiert à partir du moment où on a les bonnes aptitudes, on aura les compétences, et d'avoir un modèle économique autonome sur lequel je ne dépende à moyen terme ni de subventions, ni de mécénat. Mais que ce soit vraiment intégré, puisque c'est une nécessité économique. Oui. En fait, je demande d'ailleurs presque que ça à l'État. Les entreprises ont d'ailleurs tout à y gagner. Tout à y gagner. Oui. Et d'ailleurs, avec un partage, l'entreprise, de toute façon, elle a un budget pour le recrutement et l'intégration des jeunes. Donc, de l'affecter sur une mutualisation, finalement, des ressources d'un territoire pour avoir un réservoir de jeunes avec un réservoir d'entreprises
avec ce partage des valeurs. Sinon, moi, je ne suis pas un pourvoyeur de main-d'œuvre pour les entreprises. Je répète, on choisit les entreprises. Et après, de dire, ensemble, on va voir les services de l'État, que ce soit France Travail, France Compétences, en disant, écoutez, là, tous les jeunes qui auront le certificat d'aptitude de l'entreprise va intégrer une entreprise. Il va être parrainé et il va être accompagné. Donc, trouvons un financement qui soit du registre de la formation professionnelle, donc les financements de droit commun qui existent déjà. Aujourd'hui, la formation professionnelle est quand même très très bien suivie en France. Vous voulez changer de vie et devenir plombier, il y aura un financement qui va venir. Mettons les formations aux compétences humaines avec un vrai référentiel, pas simplement de dire on vit en communauté, c'est pas suffisant. Il y a toute l'éducation qui va effectivement avec, et de manière à ce que ce qu'on va faire en Provence, ce soit le laboratoire de changement d'échelle pour que n'importe quel territoire ou groupe d'entreprises qui dit je voudrais développer un centre Irvine sur mon territoire, on puisse le faire, parce que le financement, il est comme n'importe quelle entreprise. J'ai une clientèle, j'ai des financements, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai un modèle économique qui est viable, quoi. Et vous avez les cadres suffisants pour se faire, donc il y a la Bretagne, c'est une chose, la Provence, c'est pas la porte à côté. Je suppose que les cadres peuvent pas passer leur temps à courir d'un bout à l'autre du pays. Alors, il y en a suffisamment. Après, il faut être capable de les trouver, de les former, etc. Mais je vais prendre un exemple. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un nouveau régiment de Légion qui a été recréé, 13e brigade de Légion étrangère, en quelques mois. Si on a la méthode, si on trouve les personnes qui ont effectivement cette volonté, ça se fera. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut des moyens. Évidemment, s'il n'y a pas de moyens, rien ne se passera. Ça s'appelle d'ailleurs de l'investissement dessus. Moi, ça fait donc en 10 ans, j'ai eu un certain nombre de cadres qui sont placés. D'ailleurs, je vais aussi revenir, parce qu'on n'a pas parlé, sur le profil de l'encadrement d'Irvine. Donc, on a une petite minorité de personnes qui viennent des armées. Donc, j'ai eu pas mal de sous-officiers de Légion étrangère, ou même d'autres armées aussi. Mais comme je vous l'ai dit, que c'est une inspiration et pas une imitation, en fait, c'est pas la majorité des cadres. Ensuite, ce sont des gens qui ont été en entreprise. Ça, c'est des chefs de chantier, chefs d'équipe, qui ont une vraie expérience de ce qu'est l'entreprise. Parce que, en fait, je suis pas au service d'entreprise, mais des territoires, et les territoires, ça passe par les entreprises, qui sont la structure d'organisation de création de valeur. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, et qui leur montre d'ailleurs à aimer travailler ensemble. Et ensuite, on a la troisième partie de l'encadrement, ce sont des jeunes que nous formons nous-mêmes. Au moment du service militaire, une très grande masse de l'encadrement, c'était les aspirants ou les sous-officiers appelés. Et c'était extraordinaire. Ils avaient un engagement, il y a une formation à faire par derrière, mais c'est toujours pareil, si on a ça dans le cœur, la question, elle devient purement technique et c'est jouable. Je ne dis pas que c'est gagné, je dis que c'est possible. Et ça ne me semble pas très difficile. Là, en ce moment, sur Marseille, on a déjà 2 personnes qui sont actives. On a 2 ou 3 qui sont en attente du lancement, en train de finaliser un peu le fond d'amorçage pour lancer effectivement l'opération. Alors, d'ailleurs, la question, elle est vraiment pertinente, parce que en fait, mon seul problème, il est la qualité de l'encadrement. Tout le reste, en fait, si la ferme où on vit, elle est un peu pourrie, on va la retaper, c'est pas dramatique. Par contre, la question de la qualité de l'encadrement est vraiment essentielle. Mais voilà, encore une fois, des personnes de bonne volonté, il y en a partout. Des gens qui ont envie de construire l'avenir, il y en a partout. Il n'est de richesse que d'hommes. Exactement. Et vous avez des gens qui se présentent pour être cadres, ou c'est vous qui allez les chercher? Ça arrive, pour l'instant, c'est beaucoup du réseau. Oui. Et je dis effectivement, je dis pas que c'est facile. Il n'y a pas une file d'attente, de plus que le métier est un peu difficile. Il y a quand même des stages régulièrement où un des principes, c'est que nous, on fait tout ce qu'on demande à nos jeunes. En Bretagne, comme vous le savez, il fait toujours beau. Mais il y a des fois, c'est humide et froid. Je ne sais pas pourquoi, mais il fait beau quand même. C'est rare. Ouais, c'est rare. Mais quand vous êtes à moins 5 degrés au mois de janvier et qu'il pleut, une pluie à la même température, voilà, c'est ce qu'on faisait dans l'armée. Par contre, il faut des gens qui aient quand même un petit peu un peu de cuir pour leur faire ça. Donc il y a une petite barrière là-dessus, mais ça se fait. Vous avez parlé, Patrice Valentin, de l'éco-anxiété des jeunes. Ça, on voit. Alors, honnêtement, quand on voit ça, on a envie de rigoler, ce qui n'est pas gentil, ce qui n'est pas charitable. Mais parce qu'il est vrai que cette éco-anxiété est entretenue par les médias, entretenue par beaucoup de choses. Il y a un regard très négatif sur la vie, et notamment sur la vie naissante. Vous avez évoqué le fait que des jeunes ne veulent pas avoir d'enfants. Mais là on est dans le domaine du suicide social, finalement. Suicide d'une nation.
est-ce que Irvine intervient là-dessus? Comment rendre aux jeunes j'allais dire presque les instincts premiers de la vie? Et c'est ce qu'on avait dit en première partie. La première chose, c'est que quand on est ensemble où on veut aller, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup moins d'importance. Après, sur la réalité écologique, parce que l'éco-anxiété, elle n'est pas venue uniquement sur des mensonges, il y a des réalités. Et c'est mon métier, et je vous le dis de manière vraiment scientifique et technique. Je ne vais pas parler du réchauffement climatique, qui n'est pas un sujet très intéressant, mais vraiment du déséquilibre des écosystèmes. Et quelque chose que l'on voit aujourd'hui, c'est la crise de l'eau, qui est vraiment très bien documentée. On a aujourd'hui des villages qui en été sont alimentés avec des citernes, on en parle assez peu, on n'a pas assez d'eau dans certaines parties, ou alors trop d'eau. Et ce déséquilibre des écosystèmes, enfin la crise de l'eau, elle est liée à l'équilibre des écosystèmes. Entre autres, l'homogénéisation des terres, l'urbanisation, donc c'était une réalité. Donc on leur dit, vous voyez, tout s'en va. Alors, je commence déjà, on dit, c'est la 6e extinction des espèces. On entend que peut-être une réalité, je ne sais pas, mais même si ça l'était, je dis, écoute, il y en a eu 5 avant, donc la vie sait faire, donc la biodiversité n'a strictement rien à craindre. Elle va se débrouiller. Par contre, c'est la forme de la biodiversité que nous avons aujourd'hui qui nous apporte énormément en termes d'alimentation, en termes de régulation de microclimat, etc., etc. Comment on y travaille? Le maréchal Lyotet disait « la joie de l'âme est dans l'action ». Donc quand on voit un problème, c'est pas le problème qui est important, c'est la solution qu'on va trouver. Dès qu'on explique, et en truc avec une approche qui n'est pas idéologique, qui est scientifique et technique, et quand je dis scientifique, c'est qu'on voit des faits qui sont objectifs, et on regarde comment est-ce qu'on va travailler dessus, il y a un apaisement. Et encore une fois, ils ne sont pas tout seuls. Donc il y a une rééducation à faire par rapport à cette peur qu'on leur distille en permanence. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ceux qui vivaient au petit âge glaciaire, qui est une réalité, et qui mouraient de froid, oui, c'était pas rigolo. Et là, pour le coup, c'était pas d'origine anthropique. Et je ne remets pas en cause l'origine anthropique des événements qu'on a aujourd'hui. Je dis simplement que c'est pas la question. C'est simplement ça. On a eu des périodes de sécheresse dans toute l'histoire de l'humanité, qui ont duré plusieurs années avec des famines. On a eu la peste noire, on a eu tout ça. Bon, une fois qu'on a, nous aujourd'hui, nous avons nos propres problèmes. La question, c'est même pas tant est-ce qu'on va les éliminer, parce que ça, il y a des choses, quelle qu'en soit l'origine, c'est une énorme inertie. C'est comment nous allons vivre bien et heureux avec ça. Oui, mais c'est à notre portée. La question du bonheur, elle est essentielle. De dire, parce que souvent, on dit aux jeunes, c'est quoi le bonheur? L'accomplissement personnel, enfin, etc. En fait, il n'y a qu'une seule origine au bonheur. C'est la relation humaine. Ça s'appelle l'amour, l'amitié, la fraternité, la camaraderie, etc. Si vous êtes avec des gens sur lesquels il y a des relations saines, oui, il y a des choses compliquées à côté, mais on peut effectivement les aborder. Donc l'éco-anxiété, il y a des problèmes objectifs que moi, en tout cas, dans mon métier, je vois. Il faut les constater. Il faut les constater, et ils sont très graves. Entre autres, la question de la crise de l'eau est un vrai problème qui va, à mon avis, réorganiser l'écologie et la RSE des entreprises dans les années à venir. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Un modèle économique qui recrée de la valeur, un modèle économique qui permet la régénération des écosystèmes, la fertilité des sols. Remplacer la fertilité des sols par des produits chimiques, moi je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, même s'il faut des produits chimiques. C'est pas du tout là ce que si je ne m'oppose pas du tout aux produits chimiques, je dis c'est miser. Et là, l'avantage, c'est que par à la fois ma profession et puis mes camarades dans l'union professionnelle, on a suffisamment de beaux exemples de choses qui fonctionnent. Et d'ailleurs, c'est une intervention que j'ai fait au salon de la biodiversité la semaine dernière, c'est que techniquement, c'est bon, il n'y a pas de problème technique. La seule question, il est purement social et humain. Et vous voyez, tout est effectivement lié à ça. Si les jeunes sont isolés, ils passent dans l'éco-anxiété. Et ils sont dans la panique ou dans la destruction. Après, il y a une manipulation pour les mettre sur l'opposition, avec des modes de pensée qui sont dans l'opposition. Et je leur dis souvent, mais en fait, vous êtes vulnérables. C'est là que vous êtes vulnérables. Si vous êtes dans l'opposition, je vous manipule comme je veux. Je mets ma main à droite, vous allez à droite. Je mets ma main à gauche, vous opposez à ma main à gauche. Alors que, pour le coup, si vous êtes dans la construction, c'est là que vous passez dans les intervalles. Donc, pour résumer, l'éco-anxiété est basée sur des faits objectifs. Mais par contre, l'anxiété elle-même est totalement subjective. Et dès qu'on est ensemble à regarder l'avenir, ça repart, quoi. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes, Irvine est une association aconfessionnelle. Ça me fait tout de même penser à ce que disait Mère Teresa. Je n'ai pas la citation exacte en tête, mais c'est quelque chose comme ça. C'est ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. C'est un peu le fil que j'ai l'impression d'entendre depuis un instant, un moment dans ce que vous dites. Il y a un besoin pour ces jeunes notamment, puisque c'est d'eux que vous vous occupez d'abord, de trouver une raison
Et s'il y a une raison, un bonheur. Tout à fait. Alors, c'est pas trouver une raison, c'est trouver la raison. C'est vraiment quelque chose qui existe. On n'essaie pas d'inventer quelque chose, on essaie vraiment de retrouver ça. Et oui, et la conséquence, c'est la paix, la joie et le bonheur. Des fois, on me dit, t'es un bisounours. Je dis, mais attendez, moi, j'ai été très engagé pendant la guerre en ex-Yougoslavie, pendant le siège de Sarajevo, etc. Donc, j'ai absolument aucune illusion sur la manière dont l'homme peut être abominable. Et c'est presque ça qui me pousse le plus. Quand je dis on va faire une révolution, c'est ni la violence, ni la table rase, ni la révolte. C'est même l'inverse. Nous avons une société de plus en plus violente. On en voit des symptômes dans la rue, y compris dans le modèle économique. Et en fait, la violence ne rend pas heureux. Ça, c'est une certitude. Hein. C'est une vérité, si vous voulez. C'est pas une opinion. Ça vers là. Et donc, dire c'est pas une vérité, mais là où ce que nous voulons construire ensemble, la finalité, c'est bien la paix, la joie et le bonheur. On est même en train de travailler sur la formalisation d'un concept, je ne veux pas être trop pompeux, mais ce qu'on appelle la propositivité, c'est-à-dire d'expliquer aux gens, c'est pas être positif en disant oui, ça tout va bien, je suis bien, tout va bien, comme le dit la chanson, c'est-à-dire je crée les conditions de mon propre bonheur avec les autres. Et on ne peut pas le faire tout seul. Et d'ailleurs, dans les racines, il y a beaucoup de philosophies qui sont là-dessus. Par contre, il faut l'expérimenter. Et c'est la finalité, en fait, quand on crée une famille. La seule chose qu'on demande, qu'on souhaite ou qu'on veut pour nos enfants, c'est leur bonheur, leur paix, et qu'ils soient dans la joie. Donc, pour malheureusement beaucoup de jeunes qu'on a mis dans une logique de compétition et d'une forme de cupidité en disant c'est quand vous serez riche que vous serez heureux, c'est quand vous aurez ce que vous voulez que vous serez heureux, ce qui les détruit de l'intérieur. On revient sur, encore une fois, des vérités fondamentales qui ont été à la base de la construction de toute société, quoi. Et en fait, est-ce que le problème aujourd'hui n'est pas que trop de gens pensent que c'est l'État qui donnera ce bonheur-là. Tout à fait. Et là, on est dans la logique d'Irvine, la logique familiale, la logique communautaire, c'est que, on travaille avec ceux qui sont autour de nous, Exactement. quels qu'ils soient d'ailleurs. Tout à fait. Oui. C'est la force de la Légion étrangère. Hein. On a eu, vous avez des gens qui ont fait la guerre l'un contre l'autre et qui se retrouvent après dans une même unité de Légion étrangère. C'est arrivé effectivement régulièrement. C'est pour ça que je dis ça parce que c'est techniquement possible. Hein, comme dit un bisounours, je dis non, le bisounours, c'est celui qui s'imagine qu'on va avoir une société qui va tenir la route avec les conditions qu'on met en place, quoi. Oui, c'est chez nous, c'est le territoire qui va être à l'origine. Et ce que vous disiez sur on attend tout de l'État, c'est absolument fabuleux parce qu'on a créé notre propre totalitarisme. L'État nous impose rien du tout. On est quand même, est-ce qu'il y a une démocratie ? Enfin, je me sens quand même libre de pouvoir parler, de m'exprimer. Bon, même s'il y a des sujets sur lesquels on pourrait discuter, je les remets pas de côté hein, sur des réductions de liberté, mais c'est vraiment pas le sujet, non. Dans l'ensemble, mais par contre, on a beaucoup de nos concitoyens. Que fait l'État ? Que fait l'État ? Que fait la ville ? Que fait tout ça ? Attends, les camarades, ton territoire, il t'appartient. D'ailleurs, je veux dire, je crois que c'est presque 85% du territoire français est privé. On a 53 d'agricoles, donc elle est essentiellement privée, les forêts, etc. En fait, on fait ce qu'on veut. Les entreprises font ce qu'elles veulent. Elles vont dans un marché ou dans un autre, elles ont la valeur. Tant qu'on attend que des autres soient à l'origine de notre bonheur, en fait, on ne peut pas être heureux. Alors, Patrice Valentin, on vous écouterait pendant des heures, mais nous sommes à la fin de l'émission. Il nous reste moins d'une minute. Comment ceux qui sont intéressés parmi les auditeurs ou qui voudraient le signaler à d'autres peuvent contacter Irvine ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Voilà. Est-ce qu'il y a... Le site internet, c'est www.irvine.fr. Et d'ailleurs, comme je ne veux pas faire concurrence à Radio Courtoisie sur les dons et le mécénat, nous avons besoin de jeunes qui ont envie de venir nous rejoindre, nous avons besoin d'entreprises qui partagent les valeurs que j'ai évoquées là, pour qu'on travaille ensemble à la construction de la vie, à la construction de l'avenir, et à l'assaut, et vive la vie.